Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. Football, les championnats amateurs sont définitivement arrêtés. La Fédération française a annoncé cette décision la semaine dernière. Pour nous parler de cette actualité, nous recevrons en plateau le président du district des Yvelines, Jean-Pierre Meurillon. Golf, coup de projecteur dans ce magazine sur l'une des futures stars du golf français, Charlotte Liotier du club de Salon-la-Bretèche. Elle vient de remporter les internationaux d'Italie Dames. Son portrait est à suivre dans quelques instants. Cyclisme sur piste, nous aurons également le plaisir de recevoir Benjamin Thomas, 3 fois champion du monde. Le pistard qui s'entraîne régulièrement au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines devrait participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. On va tout de suite parler football. Mercredi dernier, la Fédération française a annoncé l'arrêt de la saison pour les amateurs. Ce sera donc une saison blanche. Les compétitions amateurs sont donc arrêtées pour la deuxième année consécutive. Pour nous parler de cette actualité, nous avons avec nous en plateau Jean-Pierre Meurillon, président du district des Yvelines de football. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est une surprise ou pas du tout ? Non, c'est pas une surprise. On s'attendait malheureusement à ce qu'une décision soit prise en ce sens. La seule question, c'était depuis un mois ou deux, c'était de savoir quand la décision se prendrait. Elle vient d'être prise. Et je pense que ça permet de savoir maintenant comment la saison va se terminer. Est-ce que c'est une décision logique ? Vous savez, il y a plusieurs hypothèses qui avaient été envisagées pour terminer la saison. Alors éventuellement ne faire que les matchs allés, par exemple, faire des play-offs, des play-down après, etc. Bon, puis chaque semaine qui passait faisait qu'il y avait moins de dates qui étaient encore disponibles. Et il arrive un moment où le nombre de dates disponibles n'est plus suffisant pour que la compétition se termine. Est-ce que vous avez été jusqu'au bout de toutes les solutions ? Est-ce que tout a été analysé pendant de longues semaines, de longs mois ? Tout à fait. La fédération a beaucoup consulté les présidents de ligue, les présidents de district, les clubs. Il fallait qu'à un moment donné, il y ait une décision qui soit prise. On a pas mal discuté tous les deux pendant de longs mois, notamment sur le calendrier. Ce calendrier était impossible à tenir, oui, il faut le dire. C'est ça. Dès lors qu'on s'est arrêté fin octobre, là on est fin mars, il arrive un moment où ça ne passe plus. Et du coup, est-ce que cette saison, finalement, de recommencer en septembre, cette saison, est-ce que c'était logique ? Est-ce qu'on aurait peut-être dû l'annuler, cette saison, dès le début, peut-être ? Parce que certains ont fait que 5-6 matchs, finalement, oui, entre septembre et fin octobre. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, mais faut se souvenir de tout ce qui s'est passé. En octobre, personne n'imaginait que ça durerait encore aujourd'hui. Donc, la fédération a attendu, et puis il arrive un moment où, comme je le disais, ça passe plus, quoi. Il n'y a pas de regret, du coup, sur ce lancement de saison, si je peux dire, au mois de septembre ? Quand la saison a été lancée, les choses étaient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Est-ce que vous attendez à une baisse du nombre de licenciés en septembre prochain ? On parle de 1,7 million de sportifs licenciés en moins à la rentrée prochaine. Est-ce que le football sera impacté et est-ce qu'il sera impacté dans les Yvelines, à votre avis ? Alors déjà, il est impacté, puisque nous avons, au 15 mars 2021, nous avons 3500 licenciés de moins que l'année dernière à la même date. Ça représente un peu moins de 9%, ce qui est quand même sensible. Ce qui est important de savoir, c'est que sur ces 3500, il y en a 2400 qui sont des jeunes qui ont entre 6 et 13 ans. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut bien comprendre que ce sont les futurs licenciés, ceux qui resteront licenciés ensuite et qui changeront de catégorie, etc. Donc on espère les récupérer effectivement la saison prochaine. On a aussi perdu pour la première fois depuis des années des licenciés féminines. On en a perdu à peu près 10%. Donc nous espérons effectivement qu'à la rentrée prochaine, les licenciés qu'on a perdus là, on va les récupérer. Oui. Vous vouliez parler du passeport, c'est bien ça ? Oui, par rapport aux licenciés ? Oui, alors le passeport, c'est une décision qui a été prise par l'État. Il s'agit de 100 millions d'euros, donc c'est pas rien. Ça devrait toucher 1,8 million de bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est des licenciés, et il s'agit d'aider les familles à payer le coût de la cotisation dans un club sportif.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment les choses vont se passer. On a parlé de 50 euros, on a parlé de 80 euros par personne. Je parle des jeunes. On nous dit que c'est probablement les moins de 16 ans, mais il n'y a rien de définitif. Quand ça se passera, on ne sait pas encore très bien. Comment est-ce que ce sera un versement direct qui sera fait au club ou un versement qui sera fait aux familles? Tout ça, on ne sait pas très bien. Il y a quelques jours, l'Agence nationale a réuni son conseil d'administration et il paraît que on est dans un mécanisme en cours de finalisation. Le problème, c'est qu'il faut que ça vienne vite parce que les premières demandes de licence pourront se faire à partir du 1er juin prochain. 1er juin prochain, c'est dans 2 mois. Donc il faut que d'ici là, les parents sachent si oui ou non ils seront aidés pour payer la cotisation qu'ils vont devoir verser au club si effectivement il est demandé une licence pour leurs enfants. Alors on l'a vu lors de l'aventure de Conflans en Coupe de France. À la fin du match, ils ont tous dit que c'était une famille, que tout simplement ça leur faisait plaisir d'être ensemble le soir, de s'entraîner ensemble, de pouvoir faire des matchs ensemble. Est-ce que vous comprenez ce lien social que le football apporte finalement à un club ? Oui, bien sûr, bien sûr. Le foot, c'est pas seulement taper dans un ballon et gagner des matchs, c'est aussi tout ce qui gravite autour. Effectivement, les clubs, au sein des clubs, c'est un peu une famille, effectivement, et c'est vrai que depuis trop longtemps maintenant, ce lien social n'existe quasiment plus, ou en tout cas, il est très difficile d'en avoir. C'est pour ça qu'on espère tous que ça va repartir à la rentrée prochaine dans de bonnes conditions. Quel est l'état psychologique des clubs, des joueurs en ce moment ? Je sais que vous sillonnez pas mal le district des Yvelines. Dans quel état ils sont ? Ils ont un peu perdu. Les jeunes ont pu continuer de s'entraîner dans des conditions un petit peu difficiles avec un protocole sanitaire fort. Mais les adultes, les seniors, eux, ça a été beaucoup plus compliqué. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux ont perdu un peu ce lien et ils ont hâte de le retrouver. Alors, les partenaires aussi, les partenaires qui sont avec ces clubs tout au long de la saison, est-ce que vous pensez que ça peut jouer sur les partenaires la saison prochaine ? Alors, je pense que ça peut jouer vis-à-vis des partenaires pour 2 raisons. D'abord parce qu'effectivement, la saison s'est arrêtée, mais aussi parce que les partenaires, c'est-à-dire ceux qui aident les clubs, ils sont eux-mêmes dans une situation économique compliquée. Est-ce que la DNCG, le gendarme du football financier, sera peut-être un peu plus clément à votre avis ? La DNCG, elle s'occupe des clubs d'un certain niveau, ceux qui jouent à partir des compétitions nationales. Mais je pense qu'il faudra bien qu'elle tienne compte de la situation, mais je pense que les clubs aussi vont devoir tenir compte de la situation. Ça sera dramatique pour les clubs, à votre avis, au niveau financier ? J'espère que ce ne sera pas dramatique, parce que les clubs, pendant toute cette saison, il y a un certain nombre de dépenses qu'ils n'ont pas faites. Ils n'ont pas payé les arbitres, ils n'ont pas payé les déplacements, ils n'ont pas payé en partie leurs éducateurs s'ils étaient en chômage partiel. Il y a eu le chômage partiel quand ils étaient salariés, etc. Ceci étant dit, ils ont aussi perdu de leurs recettes, la buvette, les fêtes des clubs, les tournois, etc. Peut-être y aura-t-il quelques tournois qui pourront se passer si la situation permet de reprendre le foot, non pas en compétition, mais en compétition tournoi, en compétition club, quoi. Alors, il n'y a pas encore eu de décision par rapport à la Nationale 2, une division dans laquelle évoluent notamment Poissy et Versailles. On va justement écouter Olivier Sévézuc, le président de Poissy, à ce sujet. Aujourd'hui, la problématique, c'est que le temps passe. On a un certain nombre de joueurs qui se blessent, puisque je viens de communiquer avec mon entraîneur pas plus tard que ce matin à 10h, comme on le fait chaque semaine, pour avoir le point sur la situation. Les joueurs sont démotivés, ils ne savent plus sur quel pied danser, nous non plus d'ailleurs. Donc c'est même plus de l'espoir, c'est que là c'est de l'incertitude. Là je trouve que le temps passe et compte tenu de la situation sanitaire, je ne sais pas comment on pourrait reprendre. Vous comprenez l'énervement peut-être d'Olivier Sévézuc ? Je comprends tout à fait. Il reste maintenant, je ne parle pas des compétitions professionnelles, mais il ne reste maintenant que le National 2 qui s'interroge sur la question de savoir ce qui va se passer. Toutes les compétitions amateurs de niveau inférieur sont toutes arrêtées, mais définitivement. Là, elles ne sont pas suspendues, elles sont arrêtées. Et c'est vrai que je me mets à la place des clubs qui aujourd'hui se demandent si ça va reprendre ou pas, parce qu'ils sont dans l'incertitude depuis le mois d'octobre. Oui, ils ont un statut de semi-professionnel, ces clubs-là, oui. Il faut le préciser. C'est ça, c'est parce qu'ils ont un certain nombre de joueurs qui sont sous contrat et qui sont des salariés. C'est pour cette raison qu'ils sont traités de façon un peu différente. Oui. Et il faut reprendre le championnat, selon vous ? Je n'ai pas les éléments pour le dire, mais de toute façon, on l'a vu avec la Coupe de France.
pour faire les matchs de Coupe de France. Il y en a eu un 31 janvier, c'était Conflans. Je peux vous dire que c'était quand même compliqué. Il fallait prendre plein de précautions, faire des tests avant, faire des tests le matin même, etc. C'est quand même très compliqué. Merci Jean-Pierre Meurillon pour votre intervention sur l'arrêt des championnats amateurs. Restez avec nous. Pour une dernière information football, je vous propose de regarder cette photo, celle de Nicolas Mercier et Édouard Michu, deux anciens de la génération 2003 du FC Versailles qui se sont retrouvés en Bretagne à l'occasion d'un stage de l'équipe de France 2018. Nicolas Mercier joue à Auxerre et Édouard Michu joue avec le PSG. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Pierre Meurillon ? Eh bien, ça m'inspire que nous avons des clubs qui travaillent bien. Qui font qui ont certes beaucoup de licenciés, mais qui ensuite font en sorte de s'entourer d'éducateurs compétents. Et c'est pas une nouveauté. Versailles, c'est déjà arrivé qu'ils aient d'autres joueurs par le passé qui sortent du club de Versailles. Ben Arfa, par exemple. Entre autres, mais il y en a eu d'autres qui ont rejoint des centres de formation. Ensuite, ils ont ou ils n'ont pas la réussite qu'ils attendent. Mais en tout cas, effectivement, Versailles montre ce qu'il faut faire quand on est un club de ce niveau. Et ça se démontre aussi de cette façon-là. Il n'y a pas que les résultats de l'équipe première, il y a aussi cela, c'est-à-dire le fait que des clubs recrutent des très jeunes joueurs, ils les forment, enfin ils font ce qu'on appelle la préformation, et puis ensuite ils sont repérés par un club professionnel, et ensuite ils entrent dans un centre de formation. C'est valorisant pour le club. Ça vous fait plaisir à vous, personnellement ? Bien sûr, ça me fait plaisir, bien sûr. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On espère une saison 2021-2022 plus facile à gérer pour vous et pour le district. On continuera évidemment à vous solliciter sur TV78. Un mot de volleyball à présent dans le championnat élite qui continue à se jouer en France. Le club de Conflans Andrézy-Jouy s'est incliné ce week-end contre Cesson-Saint-Brieuc Côte d'Armor à l'occasion de la 19e journée. Le score 3-7-2, 25-20, 19-25, 18-25, 25-12 et 11-15. Cette défaite fait reculer les Yvelinois au classement. Ils sont désormais à la 4e place. Prochain match samedi prochain contre Lyon, toujours à domicile. On va maintenant ouvrir une page golf. Le golfeur yvelinois Antoine Rosner a réalisé une belle performance au championnat du monde de match-play à Austin au Texas. Des matchs et en 1 contre 1, le pensionnaire du golf de la Boulie à Versailles s'est brillamment imposé face à l'un des favoris du tournoi, le numéro 5 mondial Bryson DeChambeau, l'une des stars sur le circuit américain. Le Français de 28 ans a ensuite perdu contre l'Anglais Tommy Fleetwood avant de s'imposer dans son 3e match de poule contre le Sud-Coréen Si Woo Kim. Des résultats insuffisants pour sortir des poules, mais le golfeur yvelinois s'est fait un nom lors de ce tournoi. Le 64e mondial devrait encore remonter au classement dans les prochaines semaines. On continue à parler golf. Il y a un peu plus d'une semaine, l'Yvelinoise Charlotte Liotier a remporté l'une de ses plus belles victoires sur le circuit international en gagnant les internationaux d'Italie Dames. La joueuse de Saint-Lô-la-Bretèche veut continuer sa progression à presque 22 ans pour entrer dans le cercle des meilleures joueuses du circuit dans les prochaines années. Son portrait, un montage de Rémi Lefebvre. À 21 ans, elle fait partie des golfeuses à suivre en cette année 2021. Charlotte Liotier vient de remporter les internationaux d'Italie Dames ce 21 mars. Une victoire importante dans sa jeune carrière. C'est une victoire qui m'a procuré beaucoup d'émotions parce que c'était pas une victoire qui était annoncée avant. Et je me suis vraiment battue pour gagner. Et quand on travaille beaucoup, qu'on se bat et que l'accomplissement de gagner, ça arrive, c'est magnifique. En soulevant la coupe, Charlotte Liotier s'est sûrement remémoré ses 10 dernières années de golf à haut niveau. La sportive a débuté sur les greens à l'âge de 12 ans à La Réunion, avant de quitter son île en 2014 pour rejoindre la métropole. Aujourd'hui, la golfeuse s'épanouit dans cet écrin à Saint-Lô-la-Bretèche depuis plus de 2 ans. C'est un club que je ne connaissais pas du tout honnêtement, mais auquel je tiens beaucoup maintenant parce que tout le monde est gentil avec moi depuis toujours. Les infrastructures sont bien, il y a 2 parcours, c'est vraiment bien pour pouvoir s'entraîner parce qu'il n'y a pas beaucoup de golf qui ont 2 parcours. Il y a des zones d'entraînement qui sont quand même très bien et qui sont très bien entretenues. Des infrastructures de haut niveau qui vont lui permettre d'accomplir l'un de ses premiers objectifs, passer professionnel en fin d'année. Une première étape pour viser ses plus grands rêves. Numéro 1 mondial parce que c'est un peu
Dans ma tête, c'est un peu un objectif, un rêve aussi surtout. C'est d'avoir plus personne devant soi et de se dire je suis la plus forte du monde pendant un temps, mais je le suis et c'est vraiment un rêve. Autre objectif envisagé dans les prochaines années par Charlotte Liotier, les Jeux Olympiques et pourquoi pas ceux de 2024 au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. À 21 ans, l'avenir lui appartient. Le département des Yvelines est aussi une terre de rugby féminin, un véritable vivier pour les clubs de l'élite. C'est le cas pour les Pink Rockets du Stade Français à Paris. Plusieurs rugbywomen du club parisien sont passées par des équipes yvelinoises. Rencontre avec Marie Salousso, demi-mêlée parisienne, et Clotilde Lambaré, troisième ligne des Pink Rockets. Un reportage de Nicolas Danvry. Originaire de Chevreuse, Marie Salousso est une Pink Rockets. Depuis 2019, elle joue demi de mêlée dans l'équipe féminine du Stade Français Paris, en Élite 1, le plus haut niveau du rugby féminin. L'Ovalie, elle l'a dans le sang. Son père a présidé le club de Chevreuse et ses frères ont joué au rugby. Chevreuse, une petite ville de campagne où l'école élémentaire, tout le monde fait aussi pratique du rugby. Tout le monde se connaît, donc du coup de bouche à oreille, avec les copains, forcément on a envie d'y prendre goût, donc du coup on tente. Éducatrice spécialisée de profession, Marie Salousso organise son planning pour être la plus performante. Elle a eu la chance d'être sélectionnée en équipe de France lors du tournoi des 6 Nations en 2019. À l'époque, j'étais assistante d'éducation, donc j'étais dans le bureau et je reçois l'appel, je vois qui est-ce que c'était. C'était pendant la période du tournoi des 6 Nations. Donc du coup, je me pose des questions et donc du coup, Annick Hérault, la manager actuelle, m'appelle et me fait la proposition de participer à un stage de regroupement avec le 15 pour la semaine de l'Italie. Deuxième ou troisième ligne au Stade Français Paris, Clotilde Lambaré est arrivée en 2016. Avant cela, elle a joué à la MLSGP Maison Lafitte Saint-Germain-Poissy, une équipe où elle a développé ses capacités rugbystiques. C'est mon premier club d'adultes, entre guillemets. Donc c'était énormément de découvertes, mais que des découvertes positives. J'ai eu énormément de chance parce que je suis tombée sur des coachs qui m'ont tout de suite fait confiance. C'est que des moments hyper riches où je sentais qu'il y avait vraiment du soutien de la part du club vis-à-vis des féminines, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres clubs. L'équipe féminine du Stade Français a été créée il y a une dizaine d'années. Les potentiels sont repérés dans les clubs franciliens. C'était le cas pour Marie Salousso et Clotilde Lambaré. Déjà, c'est deux joueuses très travailleuses, très exigeantes avec elles-mêmes, qui adorent travailler. Donc venir faire des séances au quotidien, que ce soit en salle de musculation, que ce soit le mardi et le jeudi sur le terrain, que ce soit le mercredi sur des séances spécifiques, elles sont toujours présentes, très à l'écoute. Au niveau sportif, Marie Salousso et Clotilde Lambaré sont engagées avec les Pink Rockets dans la course au maintien cette saison pour pouvoir conserver leur place en Élite 1. On va terminer par du tennis. Le deuxième français à la race, Arthur Rinderknecht, était la semaine dernière au tournoi Challenger de Lille. Le sportif de 25 ans a fait plutôt une bonne impression, arrivé dans une forme qui n'était pas forcément optimale. L'Yvelinois originaire de Saint-Germain-en-Laye a réussi à se hisser en quart de finale du tournoi. Il a perdu contre Maxime Janvier sur le score de 6-4, 7-6. Arthur Rinderknecht reste 127e mondial. Il va commencer sa préparation en vue de Roland Garros qui se déroulera au mois de mai. Et on vient d'avoir avec nous à l'instant en visio Benjamin Thomas. On va parler du coup de cyclisme sur piste. Benjamin Thomas, vous êtes actuellement en stage au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je rappelle, vous êtes champion du monde de l'Omnium à 2 reprises. Vous avez 25 ans et vous êtes du coup avec nous enfin. Alors j'imagine que vous êtes ravi d'être au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Benjamin Thomas. Oui, bonsoir à tous. Oui, c'est un grand plaisir de retrouver le Vélodrome. Voilà, ça a été particulier ces derniers temps, l'année dernière, avec la crise sanitaire. Et puis voilà, on se retrouve cette semaine en stage avec toute l'équipe de France dans un contexte un peu particulier. Le Vélodrome a été reconverti en vaccinodrome, donc voilà, on s'entraîne avec les gens qui sont vaccinés au milieu. Mais on est heureux de pouvoir continuer notre activité, notre préparation pour Tokyo. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs peut-être, Benjamin Thomas? Vous avez gagné l'or au championnat d'Europe en 2016, c'est bien ça? Oui, on a vécu des bons moments sur ce vélodrome. Il y aura les championnats du monde l'année prochaine en 2022 qui seront organisés ici. Et puis forcément, on pense aussi au JO de Paris dans 3 ans. Donc voilà, c'est un beau vélodrome qui est une des plus belles installations au monde pour pratiquer le cyclisme sur piste. Et c'était votre lieu d'entraînement également pendant plusieurs années? Oui, tout à fait. J'ai vécu pendant 3 ans dans les Yvelines. Donc je m'y entraînais régulièrement et
une installation complète, voilà, avec une salle de musculation, des salles pour la récupération, balnéothérapie et puis une piste voilà, qui permet de s'entraîner dans les meilleures conditions. Et à quoi sert ce stage finalement? Ça sert de préparation? On prépare les automatismes peut-être? Ouais, voilà, on se retrouve avec, on est un collectif de 8 coureurs avec 3 coureurs pour qui seront le groupe pour les Jeux Olympiques, donc où on sera aligné sur l'Omnium et l'américaine. Donc nous on travaille voilà les courses en peloton et puis de l'autre côté il y a aussi également un groupe de poursuite qui même s'il n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques prépare ceux de Paris. Donc on est un peu divisé en deux groupes, ceux qui préparent les Jeux de Tokyo et puis ceux qui préparent ceux de Paris et la suite. Est-ce que c'est aussi l'occasion peut-être de parler avec les entraîneurs? Oui, c'est le moment d'échanger, de se retrouver, de faire le point, de mettre en place les derniers entraînements, les derniers stages avant l'échéance olympique. Et puis ça permet de faire un peu une revue d'effectifs et de revoir tout le monde. Ça fait du bien parce que voilà, après une année à s'entraîner quasiment seul chez soi, ça fait du bien de retrouver l'équipe de France. Comment vous analysez cette équipe de France d'endurance? Est-ce que le niveau est bon en vue des JO? Oui, on est en train de monter en puissance petit à petit. Voilà, on ambitionne le podium sur les deux disciplines où on sera aligné. Après, sur le sprint également, l'équipe est en train de bien revenir. Donc voilà, on ira à Tokyo avec des ambitions et puis on monte petit à petit en température et la forme arrive. Alors vous avez 25 ans, vous avez été 3 fois champion du monde, 2 fois de l'Omnium, je le disais précédemment, et 1 fois de l'américaine, 5 fois champion d'Europe et 4 fois champion de France. On a un petit peu l'impression que tout vous réussit, Benjamin Thomas. Ouais, c'est vrai, j'ai un gros palmarès sur la piste, mais voilà, je m'y attarde pas forcément. Moi, je pense je vais vraiment beaucoup de l'avant, donc je regarde plus les échéances, les futures échéances. Et voilà, tout ce qui me manque, c'est participer aux Jeux Olympiques et puis remporter une médaille ou un titre. Donc, j'espère avoir la même réussite que celle que j'ai eue sur le début de ma carrière et puis continuer. Je pense qu'il n'y a pas de raison, que ça ne marche pas. Et puis voilà, je mets tout en place. Et puis la fédération nous soutient dans les meilleures conditions pour y arriver. Donc je suis dans les meilleures conditions pour cet objectif et continuer ma carrière et réussir comme cela encore. Au JO de Tokyo, ça sera l'or, forcément? L'objectif, oui. Après, voilà, il ne faut pas partir en se disant qu'on a déjà gagné. Forcément, j'aurai une étiquette de favori et ça sera compliqué sur des courses en peloton de courir avec cette étiquette, cette pancarte dans le dos, comme on dit dans le vélo. Mais voilà, ça sera à la pédale et à qui sera le plus fort. Et je vais tout faire pour me préparer au mieux. Et puis voilà, j'ai quand même de l'expérience je commence à avoir de l'expérience dans cette discipline. Donc je peux déjà ambitionner le podium. Et puis voilà, l'or, ça serait la cerise sur le gâteau. Donc on verra bien. Comment on fait justement pour gérer ce statut de favori? Eh ben je veux dire qu'il n'y a pas vraiment grand chose à faire, quoi. Il faut juste rester soi-même, courir comme on le fait d'habitude et pas se mettre de pression supplémentaire, rester calme dans certaines situations. Voilà, quand on est observé par ses adversaires, on est un peu plus surveillé que d'autres. Forcément, des fois, ça peut être grisant ou on peut commettre des erreurs. Et justement, il faut garder la tête froide et courir avec beaucoup de sang-froid et de la maîtrise pour au final réussir à l'emporter, même si on est surveillé. Alors cet été, la course à l'américaine fera son retour au programme olympique. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Non, parce que ces dernières années, j'ai toujours été habitué à courir les deux disciplines, que ce soit l'Omnium, l'américaine. Donc c'est vrai que ça manquait vraiment au programme, cette américaine. Une discipline historique de la piste. Sa disparition, voilà, on sentait qu'il manquait quelque chose au programme des Jeux. Oui, donc la dernière fois, c'était à Pékin en 2008, hein, je précise. Oui, la dernière fois, c'était en 2008. Donc ça fait plaisir de la retrouver. C'est une discipline où en France, on a de très bons coureurs. Et on a une très bonne école de l'américaine avec des coureurs d'expérience, des jeunes coureurs également qui ont soif d'apprendre. Donc c'est un grand plaisir de la retrouver. Et puis voilà, ça sera une course très disputée et sûrement un peu plus aléatoire que l'Omnium. Mais on espère également décrocher un podium dans cette discipline. Ça serait vraiment l'objectif. L'objectif serait rempli. Vous serez avec Morgan Leknekski?
Alors les sélections ne sont pas tout à fait définies encore. Voilà, on est un collectif de 4 coureurs avec Morgan Kneski, Donovan Grondin et Kevin Vauclin. Donc les prochaines compétitions qu'on aura ces mois-ci permettront aux sélectionneurs d'affiner la sélection. Et puis voilà, entre Morgan qui a l'expérience et Kevin et Donovan qui sont de jeunes coureurs mais voilà, très forts physiquement et qui ont très envie. Voilà, l'émulation amènera forcément à avoir une belle équipe au départ à Tokyo. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces prochains mois ? Me souhaiter que les courses, les Coupes du Monde, les compétitions aient lieu, donc qui permettent de se préparer de la meilleure des façons. Et puis sinon, voilà, la santé, c'est le principal, surtout en cette période. Et après, voilà, le reste, ça viendra tout seul, entre guillemets. Merci à vous, Benjamin Thomas. Bon courage pour les prochains mois. On espère vous voir au JO de Tokyo l'été prochain et pourquoi pas avec une médaille d'or autour du cou. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV 78.